Avec donc ces échanges beaucoup plus rapides qu'avant. avec des échanges qui deviennent beaucoup plus rapides. Échange, vous voulez dire échange matériel, échange d'hommes, échange d'idées? Échange matériel parce que les procédés se font plus vifs dans leur diffusion. Échange d'hommes parce que la mobilité est incontestablement accrue, la ville attire beaucoup plus d'hommes, les migrations qui étaient certainement déjà très réelles entre les grandes régions migratoires qui pour des raisons diverses ont pris très tôt l'habitude d'expédier tous les ans des flux très abondants de paysans vers les villes, le flux, la circulation s'est accélérée incontestablement au XVIIIe siècle. Mais même avant le XVIIIe siècle, il y avait déjà des flux considérables. Par exemple, les colporteurs, vous faites allusion aux colporteurs, mais les colporteurs, ceux qui descendaient des montagnes et qui étaient des véritables réseaux commerciaux importants, ces colporteurs, ça commence dès le XVIe Oh, mais on siècle. les voit certainement même avant. Oui. Seulement, ce qui était phénomène de communautés isolées ou d'individus spécialisés, Abel Poitrineau a très bien montré ça pour l'Auvergne, Laurence Fontaine a montré ça pour les Alpes. Tout ce que ces historiens ont montré dans leurs origines au départ de courants continus, au XVIIIe siècle reçoit un coup d'accélération, vraisemblablement parce qu'il y a l'appel de la ville et la nécessité des retombées de cet appel sur les régions de Et départ. est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors pour remonter encore plus loin dans le temps, par exemple au Moyen-Âge, on a l'impression qu'ils marchaient beaucoup sur les routes, les gens. Il y avait un nombre de vagabonds, de vagants considérable, ça bougeait tout le temps. Je crois que Jacques Le Goff le dit, enfin il y a un mouvement Oui, mais brownien. entre dire et constater à partir des textes et mesurer, il y a une petite limite qui est celle de tout le travail des historiens. Bien sûr, si on prend tout un florilège de textes qui rappellent la mobilité constante de certaines catégories, le gyrovagisme des clercs, des étudiants, des choses comme ça, on ne va plus pouvoir opposer le Moyen-Âge et le siècle des Lumières. Mais à partir du siècle des Lumières, il y a quand même quelque chose de différent. C'est que premièrement, on commence à faire des statistiques. Oui. Et que deuxièmement, toute la société, à partir de ses institutions et à partir de ses autorités, a commencé à se poser le véritable problème, qui est encore un des problèmes fondamentaux de notre société actuelle, comment contrôler la mobilité. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, non seulement nous allons pouvoir mesurer et nous nous rendons compte que l'on part peut-être d'un état réel, mais notoirement plus bas, et d'une accélération, et que nous allons mesurer les rythmes de changement dans cette accélération. Oui, outre cela, le XVIIIe siècle a fait effort déjà presque pour pouvoir mesurer tout cela, parce que c'est quand même une époque où l'espace est non pas, comment dirais-je, asservi, mais en tout cas connu. On entre dans la grande période où la nécessité de l'espace devient absolument indispensable aux catégories administratives, au personnel de l'administration royale, au personnel de l'Église, à tous ceux qui gèrent les hommes, mais en même temps cela devient une nécessité individuelle. L'exemple en est donné par le roi lui-même. Les historiens qui ont étudié l'instruction, l'éducation de Louis XV et de Louis XVI ont été tous particulièrement frappé par l'intérêt que les pédagogues qui se sont occupés de ces deux monarques ont donné à la connaissance géographique, non seulement du royaume, mais de l'univers. L'univers, d'abord l'Europe, et puis tout autour un univers très européocentriste, mais qui donnait au roi de France la connaissance dont il avait besoin pour mesurer ses forces. Louis XVI rédige lui-même les instructions pour la Pérouse, par exemple. Louis XVI a collaboré à des entreprises de cet ordre. On sait qu'il était un grand amateur de récits de voyage. Sa bibliothèque contenait de ce point de vue-là tout ce que le siècle a produit. Donc on est dans une époque où la cartographie, la lecture de la géographie, la connaissance géographique a pris son essor parce que elle devient une des dimensions absolument indispensables du contrôle de la mobilité des hommes et surtout de la connaissance des possibilités de changement. Si nous en revenons à notre question de départ, pourquoi le XVIIIe siècle se distingue des autres périodes? Eh bien, c'est parce que se sont posés pour un plus grand nombre d'hommes la question: qu'est-ce qui va être possible dans notre société? Et la réponse, ils la trouvaient dans un certain nombre d'instruments qu'ils se sont donnés.
Les instruments cartographiques sont du même ordre que les instruments de la connaissance statistique. La deuxième grande dimension de ces administrations, c'est évidemment la mise en place des moyens, des réseaux qui ont permis de constituer les deux grands types de statistiques sur lesquels toute l'administration reposait du royaume. D'un côté, la description pour mieux connaître les fonctionnements, et de l'autre côté, le relevé constant des changements, le niveau des récoltes, le niveau des productions, etc. Oui, Cela date de là. Le développement des transports aussi. Le développement des transports. Voies fluviales. Alors, cela fait partie de la maîtrise de l'espace. Non seulement il y a une maîtrise intellectuelle de l'espace, mais il y a une maîtrise matérielle. C'est un des autres principes de l'organisation du livre. C'est que vous ne pouvez jamais, en quelque sorte, séparer, si vous voulez bien comprendre le phénomène qui est en train de se passer dans les consciences et dans les activités, dans les pratiques des hommes, vous ne pouvez jamais séparer ce qui relève du purement spirituel ou du purement intellectuel et ce qui relève de l'intellectuel, du matériel. La route en est un des exemples les plus frappants. La route doit être conçue. La monarchie fabrique pour cela tout un corps d'ingénieurs qui a reçu récemment une très belle illustration historique dans les travaux de Picon. Et cette naissance de l'ingénieur des ponts et chaussées va s'accompagner de toute une discussion qui est enracinée dans les pratiques réelles. Quelles vont être les retombées de la route sur les populations ? Et cela pèse lourd. Sur les populations, mais aussi j'ai l'impression, enfin je ne sais pas si j'excède un petit peu ce que vous avez dit, mais j'ai l'impression que la route, le réseau, parce que c'est important que ce soit un réseau, c'est-à-dire que ce soit étoilé, est-ce que le réseau ne va pas avoir des conséquences sur la mesure du temps et sur l'expression du temps aux yeux des hommes? Alors en ce qui concerne le réseau, le concept en quelque sorte, le concept même de réseau se forge très lentement. Parce que pour qu'il y ait réseau, il faut non seulement qu'il y ait une organisation à partir de centralité, mais il faut qu'il y ait en quelque sorte une organisation hiérarchisée des liaisons. Ça sera les chemins de fer. Ça sera à partir de la route napoléonienne. Oui. Ça commencera avant les chemins de fer, oui, à partir des grandes réflexions et surtout de la mise en place du grand réseau vicinal. Oui, il n'empêche que l'heure, quand même, intervient, même pas dans le réseau. Étant donné que tout s'accélère, la mobilité s'accélère, la diffusion de l'information s'accélère par la mobilité, vous allez vous trouver devant un autre problème, qui est celui du problème du contrôle du temps. Et ce problème du contrôle du temps, alors, va recevoir toute une série de réponses à la fois théoriques sur la réflexion sur le temps, mais en même temps des réponses pragmatiques sur la mise au point d'engins qui ont pour but de satisfaire en quelque sorte les besoins de la mesure. Jusqu'à une heure quasi parfaite à la fin du siècle. Jusqu'à une heure presque parfaite, avec les chronomètres, plus particulièrement des ingénieurs anglais qui sont là. Les autres, oui, mais ça c'est que Newton avait fait un concours pour trouver, c'était pour les bateaux surtout. C'est parce que ça a duré tout le siècle, oui, la lutte pour arriver à mesurer de plus en plus précisément. Eh bien, parmi les aspects matériels aussi de ces changements, il y a l'économie, vous l'avez dit tout à l'heure, mais du point de vue matériel aussi, elle change profondément, l'économie. Alors là, je crois que ce sur quoi il faut insister, c'est que jusqu'à présent, les études économiques ont montré les transformations du XVIIIe siècle à partir de la production. On a tenté en quelque sorte de savoir s'il y avait eu une croissance réelle, s'il y avait eu un progrès de la productivité agricole, ce progrès de la productivité agricole étant susceptible d'être le seul facteur de compréhension de l'accroissement du nombre des hommes, de la démographie, pas galopante encore, mais en partie en excès. Alors, on entre là dans des discussions qui sont assez compliqué parce qu'il y a des tas de facteurs à prendre en charge dans la démographie, les changements d'attitude à l'égard de la vie, la transformation de la fécondité, le problème du contrôle des naissances, enfin tout cela laïcité aussi. Oui, qui intervient par ce biais-là. Bien, mais ce qui n'a jamais été totalement élucidé, même si dans les études on trouve les informations qui sont là pour ça, c'est ce qui se passe du côté des consommateurs.
Et la société française du XVIIIe siècle vit par rapport à ce qu'était la société française du XVIIe siècle et des siècles antérieurs, une transformation sur laquelle nous vivons encore. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que se met en place les premières grandes pratiques de commercialisation du monde, de commercialisation des choses, et donc la naissance de la société de consommation. Un exemple peut être pris, qui a ses limites, mais qui a sa valeur, c'est celui du vêtement, auquel j'avais, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, consacré un autre livre, mais qui retrouve place dans un ensemble avec d'autres produits, par comparaison, dans celui consacré à l'ensemble de la France. Le vêtement, on peut en mesurer très bien l'accroissement de la consommation de vêtements. Cela va dans toutes les catégories sociales du simple au double. Et en particulier dans les villes. En quantité et en qualité. En quantité et en qualité. Et ce changement, évidemment, a été absolument fondamental parce qu'il a entraîné des transformations de toutes les pratiques d'hygiène, de toutes les pratiques de nettoyage, voire même des sensibilités dans la perception, dans la vue. Les coloris se sont multipliés, tout cela. Donc on assiste du côté des consommateurs à la multiplication des besoins nouveaux. Les nouveaux textiles ne sont plus les anciens textiles. Là où il y avait des draps qui étaient faits pour durer et parer le coup de couteau et répondre à toutes les nécessités, voire d'une existence, eh bien maintenant on va avoir des cotonnades, des soieries, des mélanges qui ne durent pas. Donc l'obsolescence des choses, la matérialité de choses qui vont être nécessairement à remplacer constamment, c'est quelque chose dont nous avons hérité de l'époque des Lumières. Et cette consommation augmentée ne se limitant plus donc à des cercles extrêmement restreints, dirigeants, aristocrates. Si vous prenez la consommation du vêtement, si vous prenez la consommation de la porcelaine ou de la faïence, qui est une autre de ces révolutions matérielles sur lesquelles on peut réfléchir, vous les constatez dans toutes les catégories sociales. Alors évidemment, il y a des limites économiques à la diffusion des nouveaux produits. Ce sont les possibilités des ménages, les possibilités des familles. C'est aussi l'éloignement par rapport au centre de production, donc dans la commercialisation des choses. Vous allez retrouver les personnages dont vous parliez tout à l'heure. Le colportage a été certainement un des facteurs les plus décisifs, puisqu'il a permis de faire entrer non pas immédiatement les objets, mais le désir des objets par tout ce qui était autour. Par exemple, le colporteur ne vend pas d'habits, mais il vend des rubans, ou il vend des aiguilles, des épingles. Des montres. Donc, c'est par ces petits objets que se font les transformations. Oui. Daniel Roche, nous n'avons pas parlé de la Révolution, puisque c'est un petit peu notre parti pris depuis le début de cette émission, mais en même temps, je crois que ce livre donne peut-être sur la Révolution, sur les causes profondes de la Révolution, une lumière beaucoup plus grande que les livres traditionnels qui renversent le mouvement et qui expliquent le XVIIIe siècle à partir de sa fin. Le projet était de ne pas considérer le siècle à la lumière de l'utopie, mais à la lumière de l'utilité. Donc la Révolution est arrivée là-dessus. Je crois qu'il n'y aurait pas eu la Révolution s'il n'y avait pas eu cette transformation. Bien, je vous remercie Daniel Roche. Je conseille donc la lecture de ce livre qui déborde infiniment ce que nous avons pu en dire. La France des Lumières de Daniel Roche, publié chez Fayard.